Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et comme chaque vendredi, c'est le grand entretien que je vous propose. Notre invité cette semaine, c'est Camille Etienne, étudiante à Sciences Po, porte-parole du mouvement On est prêt. Elle campe avec d'autres militants devant l'Assemblée nationale depuis le début de l'examen de la loi climat et résilience pour peser sur les débats. Camille Etienne qui participera ensuite à notre débat sur l'action écologique. Jusqu'où faut-il pousser l'activisme? Comment convaincre de cette urgence environnementale? Elle sera accompagnée du réalisateur Solal Moisan qui est son compère du duo artistique Pensée Sauvage. Et puis dans Smart Ideas, une start-up comme chaque jour vous découvrirez Update Foods qui propose du lait végétal made in France. Voilà, c'est vendredi et donc c'est le grand entretien tout de suite. Bonjour Camille Etienne, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes en train de devenir une voix qui porte dans l'écologie française et une voix qui pèse au sens électoral puisque vous interpellez les députés depuis plusieurs jours devant l'Assemblée. Pour leur dire quoi, tiens ? Pour leur dire que c'est important qu'ils respectent la parole démocratique du gouvernement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer sans filtre les mesures de la fameuse Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé dur avec des experts de tous les bords pendant plusieurs semaines pour arriver à des mesures très concrètes que la France elle pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour tenir en fait ses engagements de réduction de 1,5 degré, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que cette loi qui était censée reprendre une partie importante des mesures de la Convention est en réalité une demi-loi. Et que le diable se cache dans les détails, mais que quand on creuse, c'est pas qu'on n'est jamais content, mais c'est que des grandes instances comme le Haut Conseil pour le climat, le CESE, le CNTE, ont dit que cette loi n'était pas à la hauteur. Un exemple très concret, par exemple, l'aviation. L'idée, c'était d'interdire les vols internes qui ont une alternative en train de moins de 4h30. Ouais. Ça s'est transformé en 2h30. Donc, on passe de 22 liaisons à une seule liaison. Bordeaux-Orly. Ce qui est dommage. Parce qu'il y a une urgence derrière. Qu'on ne parle pas que de chiffres et de graphiques, mais que derrière, il y a vraiment des gens, aujourd'hui, 50 000 Français qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Et de plein d'autres soucis aussi. Donc vous pesez, parce qu'évidemment, c'est aussi votre démarche, c'est aussi une façon de dire la démocratie, ça fonctionne, les députés, les sénateurs aussi, ils ont un rôle à jouer, ils peuvent faire changer la loi. En fait, ils peuvent proposer des amendements, c'est le principe, pour relever l'ambition de cette loi. Et là, c'est en ce moment qu'ils sont discutés tous les amendements. Donc, on peut encore jouer beaucoup sur cette loi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, très bien, écoutez, vous n'écoutez pas la démocratie, elle va venir à vous, elle va toquer à la porte. Et donc, on va rester là. On va rester là tout le temps du débat. Vous pourrez venir nous voir, on sera juste en bas de l'Assemblée. On vous invite. Au début, sur Twitter, on était 5, un ou deux députés qui est venu. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, on a des députés même de la majorité. Les sénateurs nous ont appelés hier en disant, mais vous venez nous voir quand? Parce que nous, on va la voir cette loi. Ouais. Donc, du coup, on va aller voir cet après-midi à 13h et on fait un petit footing pour échauffer la navette parlementaire. Pour échauffer la navette parlementaire, bonne expression. La publicité, tiens, c'est aussi un aspect de cette loi climat et résilience. Là aussi, vous êtes déçus? Vous pensez qu'on peut aller plus loin? Bien sûr, on a interdit la publicité sur les cigarettes. On l'a interdit, on la régule sur l'alcool. Donc en fait, quand il y a une menace qui pèse sur la société, quand c'est des produits dangereux, on a pris des mesures pour dire on ne va pas en faire de la publicité. Donc c'était la proposition de la Convention citoyenne, interdire la publicité des produits ou réguler la publicité des produits les plus polluants, ce qui s'est transformé en on va interdire la publicité des énergies fossiles. Sauf que dans les faits, c'est complètement décorrélé de la réalité, parce que jamais Total a fait une pub pour dire vive le pétrole. Ça n'existe pas. Oui, mais alors, j'entends ce que vous dites, mais si on interdit à Total de faire de la pub, Total qui a décidé de se rebaptiser Total Énergie, qui a l'ambition de devenir un leader des énergies renouvelables, vous leur coupez les moyens de cette transformation, de cette mutation. C'est la publicité sur les produits polluants. Donc s'ils font plus de produits polluants, ils pourront faire toute la pub qu'ils veulent pour montrer les belles choses qu'ils font. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ça prend, je sais qu'on est dans une urgence, mais la mutation d'un groupe comme Total, ça prend du temps. Ça prend du temps et malheureusement... Et de l'argent. Mais je sais bien. Mais est-ce qu'on préfère garder le temps et l'argent ou est-ce qu'on se dit qu'il y a une urgence Moi aussi, je préférais, très honnêtement, prendre le temps, que ça se fasse en douceur, tout le monde ensemble. La réalité, c'est qu'on a une horloge qui est biologique, chimique, et qui nous dit qu'on vit la décennie où on est en train de passer des points de bascule. C'est pas moi qui l'invente, c'est le GIEC, les scientifiques, qui disent qu'on va passer ces limites planétaires. Sur le constat, je suis d'accord. Donc il faut qu'on aille très vite. Enfin, pas tout le monde malheureusement, mais presque tout le monde est d'accord. Prenons un autre exemple. Vous citiez les liaisons aériennes.
Et c'est vrai qu'Air France est impacté mais violemment par la crise Covid depuis plus d'1 an. Donc voilà, elle vient d'obtenir un plan de sauvetage de la France et de Bruxelles. Est-ce qu'il faut là aussi l'affaiblir un peu plus en allant... Mais affaiblir qui en fait ce qu'on veut. Pour moi, l'État, l'économie est censé être au service des gens. C'est quand même l'objectif à la base, et pas l'inverse. Et là, aujourd'hui, on a l'aviation qui a un impact considérable sur l'environnement. C'est énorme. Un aller-retour Paris-Bali, c'est 5 tonnes de CO2 par passager. Le GIEC a dit que pour rester sous la barre d'1,5 degré, il faudrait que dès maintenant, on ne mette pas plus de 2 tonnes par Français et par an. Donc en fait, c'est 2 poids, 2 mesures. Après, on peut accompagner, et pour moi, l'État devrait plutôt mettre là ses financements. C'est accompagner la transition pour que en fait, les gens ne se retrouvent pas d'un coup sans emploi, mais qu'on puisse les aider à se former. Pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé en Suisse. Tous ceux qui travaillaient dans l'aviation ont été reformés pour travailler plus dans les trains, parce que beaucoup plus de gens prenaient le train. Et ça a très bien fonctionné. Ouais. En fait, le discours que je suis en train de tenir, vous dites c'est le discours que les lobbies industriels ont tenu auprès des députés ou des sénateurs pour affaiblir la loi climat. Alors, c'est pas moi qui le dis, je pense qu'il était encore un peu plus violent que vous, Ouais. mais l'Observatoire des multinationales a sorti un rapport en montrant que cette loi, elle a été sabotée par des lobbies. Les lobbies, c'est pas un truc complotiste, on a le droit de l'avoir, c'est-à-dire que les députés peuvent pas connaître tout sur tout. C'est légal, ils ont le droit de... Et moi, je me considère comme lobby citoyen, c'est-à-dire qu'ils défendent des intérêts. Le problème, c'est qu'on n'a pas on n'a pas autant de poids. Ils ont plus de moyens, et donc ils sont plus représentés auprès des députés, auprès des décideurs. Et donc ça, c'est pas normal, parce que du coup, ils ont qu'une vision du problème. Et nous, on a envie de pouvoir être là et dire, bah nous, on est des lobbies aussi, quelque part. On est juste des citoyens. Alors, on défend pas notre entreprise, mais on défend le vivant, on défend une planète habitable aujourd'hui et demain. Et donc, on va continuer à faire entendre notre voix. Et c'est aussi l'objectif de ce mouvement « On est prêt » dont vous êtes Le mouvement « On porte-parole, est c'est prêt », à la base, c'était plutôt d'opérer sur le changement culturel, Oui. parce qu'il n'y aura pas de victoire politique sans changement culturel aussi. Et c'est important pour nous de montrer que les gens vont nous suivre aussi derrière, et donc changer les imaginaires. C'est ce j'ai commencé à faire en travaillant chez On est prêt, et que je pousse maintenant aussi avec Pensée sauvage, en allant plus loin dans la fiction. Alors on en parlera tout à l'heure de Pensée sauvage dans la partie débat avec Solal Moisan. Je voudrais revenir sur le rôle des entreprises dans la transition écologique. Dans cette émission Smart Impact, tous les jours, je reçois des chefs d'entreprise, des directeurs RSE qui témoignent de cette mutation. Qu'est-ce que vous espérez, attendez des entreprises? Je sais que vous êtes déjà intervenu dans des conférences du MEDEF, je sais que vous êtes dans ce dialogue. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises? J'attends d'eux qu'ils soient à la hauteur. Je sais qu'ils ont une position pas évidente, ils peuvent avoir beaucoup de courage, mais j'attends qu'ils aient ce courage-là. Comme ce que je dis à tous les décideurs que je rencontre, que ce soit politique ou économique, leurs décisions ont un impact plus grand qu'eux-mêmes, sur la vie de parfois millions de gens. Donc c'est important qu'ils prennent ce rôle à cœur, cette responsabilité à cœur, et qu'ils en fassent quelque chose de bien. Ils peuvent financer cette transition. Ils peuvent décider de mettre en place dès aujourd'hui ce fameux monde de demain. Ils peuvent décider de voir différemment la consommation. Par exemple, sur la publicité, Veja, une marque de basket, a décidé de ne faire aucune publicité. Et ils s'en sortent très très bien. Parce qu'ils se sont dit, très bien, on va préférer faire des baskets accessibles au plus grand nombre et mettre la marge qu'on met normalement pour le marketing, pour la publicité, on va le mettre dans un produit de qualité, on va bien rémunérer les gens qui travaillent pour nous avec des produits éco-responsables, etc. C'est une manière de faire. Ouais. Le levier le plus puissant, d'après vous, il est chez les politiques ou chez les chefs d'entreprise? C'est beaucoup plus sinueux que ce qu'on pense, et on le sait très bien quand on voit très bien qu'en réalité, c'est 2 mondes qui se... J'ai pas envie de voir la société comme des gens, des politiques, des économistes et des chefs d'entreprise. En réalité, chaque personne, chaque chef d'entreprise, quand il rentre chez lui, c'est aussi un électeur. C'est aussi quelqu'un qui va manger, qui va être un consommateur. Ouais. C'est un père de famille qui veut que ses enfants aient un monde meilleur que celui absolument. Puis il y a des politiques qui se retrouvent après dans le privé et inversement. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir ensemble. Les générations aussi doivent réfléchir ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, parce qu'on ne fera pas la révolution à 10. C'est une société tout entière qu'il s'agit de faire advenir. Donc chacun a son rôle à jouer là où il est, mais par contre il faut vraiment le faire avec intransigeance et intranquillité. Mais alors il y a aussi un principe de réalité. Prenez les voitures diesel qui sont montrées du doigt, qui sont appelées à disparaître. Aujourd'hui, c'est factuel, c'est ce qui se vend le mieux sur le marché de l'occasion. Donc là, voilà, là aussi, c'est un travail difficile, un travail long pour faire changer les mentalités. Pourquoi elles se vendent le mieux? Parce que c'est les moins chères.
Donc, c'est pour ça qu'il faudrait aussi encourager que ce soit les constructeurs. En fait, on peut faire aussi des taxes, par exemple, sur l'agriculture avec cette loi climat. L'idée, c'était ça, c'était sur les engrais azotés, de proposer une taxonomie sur les engrais azotés, qui sont extrêmement polluants pour les sols, les rivières, c'est assez catastrophique, mais d'en profiter pour redonner ensuite de l'argent aux agriculteurs pour financer la transition. On peut faire pareil sur les voitures, ça, c'est des choix politiques. Il faut que l'État décide de savoir comment est-ce qu'il redirige les flux. Et après, pour changer les mentalités, en effet, là, il y a tout le changement culturel et on y opère aussi. Mais en fait, on perd du temps à se montrer du doigt en disant mais c'est la faute de vous, les consommateurs. Mais non, c'est vous qui devez changer. Mais non, c'est vous. On n'a plus le temps pour ça. Il faut que tout le monde fasse au maximum, mette tout son temps, toute son énergie pour commencer maintenant. Alors justement, le levier culturel, comment convaincre, c'est ce dont on va débattre tout de suite. Et pour ce débat, le réalisateur Solal Moisan nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous formez avec Camille Etienne ce duo artistique Pensée sauvage. Quel est votre credo, votre philosophie ? C'est très simple, c'est essayer d'émouvoir, en fait, d'essayer de percer un petit peu les émotions. Et c'est en fait, de passer un message au travers des émotions. C'est-à-dire qu'on ouvre un petit peu on va dire, le fond des gens pour essayer de leur passer un message. C'est-à-dire que l'art peut être pour vous un vecteur justement d'engagement, parce que c'est votre objectif commun. C'est ça. En fait, on essaye de passer un message à un max de gens. Et en fait, en essayant de passer par des arts différents, puisqu'on parle de danse, on parle d'orchestre, donc il y a plusieurs choses qui se passent à l'écran. Et le but, c'est par les émotions, essayer d'ouvrir, on va dire le cœur, si on peut dire, pour essayer de passer un message. Et donc, c'est un message, mais c'est aussi du concret, puisque derrière nos vidéos, on essaye de faire, on appelle ça un call to action, d'appeler à l'action via, par exemple, des associations qu'on soutient et qui sont en lien avec le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de glaciers, on va peut-être mettre des liens avec des associations qui vont lutter justement contre le réchauffement climatique. Alors, il y a évidemment un film qui incarne, qui symbolise un petit peu cet engagement commun. Le titre, c'est « Réveillons-nous ». On en regarde un extrait. Il est temps de débrancher des écrans et de rallumer les cerveaux. Comme à des enfants, on nous a raconté des histoires. On nous a dit qu'on était trop petits, que c'était déjà foutu. Montrons-leur qu'on a grandi. On nous dit à coups de tribunes, de pétitions, de tweets, que le monde d'après ne doit pas être un retour au monde d'avant, à la normale, parce que le normal ne marchait pas. Ce monde d'après, il nous appartient de le construire. Quand est-ce qu'on y va ? Qu'on ose envoyer tout balader ? Alors oui, il y a les États et leur inaction, les institutions et leur sommet, les multinationales et leurs yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas ? Et si on ne les attendait pas, voilà cet extrait de cette vidéo, Réveillons-nous, publié il y a 10 mois, c'est ça, plus de 15 millions de vues aujourd'hui. Léa Durand, c'est le nom de la danseuse que vous avez vue interpréter, incarner vos émotions. Camille Etienne, j'ai regardé évidemment la vidéo, elle dure une dizaine de minutes. Alors je l'ai trouvée très générationnelle et un peu vindicative vis-à-vis de ma génération. Non, mais c'est très bien, la suite va vous plaire. Oui. Non, l'idée, c'était pas ça. En fait, le terme boomer, on a utilisé le terme boomer, en fait, il est très mal compris parce qu'il est tout nouveau dans le débat public. Et l'idée de ce terme, c'est de dire c'est des gens attachés un peu à l'ancien monde et une vision du monde très cloisonnée, comme si on ne pouvait plus rien réinventer, qu'on était lancé dans une machine infernale sans pouvoir avoir les manettes. Et il y a des très jeunes qui pensent ça. Les boomers, c'est un peu les baby boomers. Il y a aussi des très jeunes qui pensent ça. Il y a aussi des très jeunes qui pensent ça. Et nous, ce qu'on a voulu faire, et on a appris de cette vidéo qui a eu un impact, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça touche autant de gens, qu'on reçoive autant de messages de gens qui nous ont dit que ça a été un petit déclic pour eux d'une manière ou d'une autre, et donc on était trop heureux. Et on s'est rendu compte du pouvoir de l'art pour impacter le réel. Et on s'est dit, très bien, on va continuer. Et justement, moi, on m'a beaucoup enfermée aussi dans ce combat de ok, vous êtes jeunes, VS les plus vieux.
Et je suis persuadée que c'est pas le bon combat. Donc Oui, c'est pour ça un que... peu, pardon, je vous interromps, souci. mais quand on dit la Greta Thunberg française, on vous enferme un peu, même si... J'ai voilà, on beaucoup peut de respect trouver- pour Greta. Oui, c'est une amie oui, avec qui je travaille, donc y mais a pas c'est de vrai souci. qu'on l'a peut-être, elle aussi, enfermée Je dans, pense qu'elle aussi, elle dans est ce pas, combat entre les jeunes totalement. et les vieux. Surtout que dans la réalité, dans notre travail, on est en contact très souvent avec des scientifiques qui ont une certaine expérience, qui sont Ouais. plus âgés. On parle beaucoup aussi, il y a les décideurs à qui on parle qui sont plus âgés que nous, et on peut co-construire ensemble. Donc le prochain court-métrage qu'on a décidé de faire, c'est sur ce sujet-là précisément. J'ai senti qu'il y avait un peu un truc dans cette société maintenant où comme si on se fritait un peu et que le Covid avait exacerbé ça, la jeunesse sacrifiée, vs les personnes âgées qu'on laisse un peu mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a écrit une lettre, en gros, à la génération d'avant pour dire, en fait, bousculer ce monde-là, c'est pas faire disparaître le vôtre. Comprenez qu'on se saisit de nos enjeux, mais c'est ça grandir. C'est ça grandir, en fait. Et on a besoin de vous pour que vous nous aidiez à grandir à vos côtés. Donc, on est en train de tourner bientôt. Pour ça, on a besoin de finir notre financement participatif. Ah bah il faut en profiter, N'hésitez pas. l'émission peut servir à ça. Donc vous avez lancé un Kiss Kiss Bank Bank, Kiss Kiss Bank, ok. qui s'appelle Pensée sauvage, Kiss Kiss Ok. Bank Bank, et pour réaliser de manière indépendante nos deux épisodes. Et aussi, on fait un appel s'il y a des marques qui sont engagées, on veut pouvoir, qui veulent accompagner cette transition. On a aussi envie de travailler avec elles et d'avoir des partenaires le plus éthiques possible. Mais de pouvoir réaliser ça parce qu'on se rend compte que l'art peut avoir un impact très très grand. Bon, on a 2-3 directeurs RSE, je crois, N'hésitez qui nous pas. regardent régulièrement, donc peut-être que le message va être entendu. C'est quoi? C'est de la fiction? C'est du court-métrage de fiction? Comment vous définiriez ces films qu'on va bientôt découvrir? C'est vrai que c'est un peu particulier. On mêle pas mal de choses. Moi, j'aime bien le penser en 3 couches. En fait, on a d'abord un aspect discours qui est le plus important, donc le fond du message. On le voit régulièrement dans les films, puisqu'il y a Camille qui parle face caméra. Ouais. Il y a une partie, effectivement, on va dire, fictionnelle. Donc, les épisodes commencent par de la fiction. On rentre dans une histoire, puis la partie discours arrive. Et enfin, il y a le troisième aspect, c'est l'aspect artistique, qui peut être de la danse, comme nous rêvions-nous, mais ça peut être aussi un orchestre bientôt. On va essayer de faire ça avec un orchestre. À nouveau de la danse dans le Génération, justement. Et là, c'est plus une personne, mais ce sera sans doute une vingtaine de personnes. Donc, on essaye toujours de lier ces trois couches. J'appelle ça des couches, parce qu'on a des montages alternés. Donc, du coup, en fait, le montage est très rythmé, donc on ne perd pas l'attention et surtout on se laisse normalement emporter par l'émotion. Est-ce que c'est aussi une façon de se démarquer d'un discours qui a souvent été culpabilisateur? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ouais, l'un et l'autre. Je totalement. commence avec vous, Solal. Totalement, parce qu'en fait, le but de chaque vidéo, c'est de finir sur une émotion qui est, on va dire, positive. Pour se démarquer un petit peu de, je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror, mais quand on finit un Black Mirror, généralement, on est tétanisé et même si on a vu justement le futur, alors le futur qui paraît complètement désastreux, ça ne pousse pas à l'action. Et notre but à chaque fois, c'est même si il y a des moments un peu dramatiques dans nos vidéos, le but c'est de vraiment finir sur une émotion positive et qui nous pousse justement à agir. La question de l'efficacité de l'action écologique, vous y répondez avec ces films. Jusqu'où est-ce qu'il faut pousser l'activisme, Camille? Jusqu'à ce qu'il marche. Oui, mais C'est-à-dire que- alors je vais poser la Non, bien question sûr. différemment. Oui, Est-ce oui, que l'action je vois violente, bien. par exemple, on peut aller jusque-là? En fait, justement, avec Pense Sauvage, on a envie. Un autre épisode, c'est sur la désobéissance civile. Ouais. Et on veut adresser ces questions-là pour que ça devienne un débat de société et qu'on puisse s'en saisir. Dire jusqu'où on va, jusqu'où on pose la limite, en fait. Et ça, je pense que c'est un choix qu'on doit se poser collectivement. Se dire jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller. Il y a des réponses individuelles où moi, je sais que. Sachant que j'ai envie d'incarner, dans la mesure du possible, ce fameux monde d'après, dès aujourd'hui, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie qu'il y ait beaucoup de violence. Donc j'ai pas forcément envie de faire de mon action une action très violente. Maintenant, la désobéissance, c'est différent. Et la désobéissance, il y a quand même 1500 scientifiques qui ont appelé dans une tribune dans Le Monde en 2019 à faire de la désobéissance. Ça peut être la désobéissance fertile, ça peut être comme là on le fait à l'Assemblée, on n'a plus le droit de manifester, c'est pas grave, on y va en affaires de sport et on va courir autour avec les députés. Ça peut être des paysans qui décident de garder des semences paysannes pour détourner la loi. Il y a plein de sortes de désobéissances possibles. Après, il faut savoir qu'est-ce que la violence. Il faut dézoomer et se dire, est-ce que casser quelque chose, c'est la violence? Extinction Rébellion, est-ce que... Extinction Rébellion ne sont pas violents. Ils se revendiquent, en fait, ils font de la certaines désobéissance des actions civile non violente. qui flirtent avec la violence. C'est vraiment, c'est dans leur principe de faire la désobéissance civile. Il y a de la désobéissance, ils sont montés sur la tour Eiffel, faire sortir des grands flambeaux, etc. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a rien qui est cassé, il n'y a pas de personnes qui sont mises en danger. Ouais. Mais il y a des groupes plus violents qui ont des positions intéressantes aussi, simplement, c'est pas les miennes.
D'accord, c'est clair. Et sur la culpabilisation, parce que j'ai posé la question à Solal, mais ça m'intéresse d'entendre votre point de vue là-dessus. Moi, j'ai en tête certains... Alors, je suis assez admiratif de l'action d'un Nicolas Hulot. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre. C'est un boomer. Mais il y a certains de ces films qui étaient ultra culpabilisants. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, au début, moi, j'étais persuadée qu'il fallait pas culpabiliser les gens. Parce qu'on me l'avait fait sur l'avion. Je prenais pas mal l'avion pour voyager et tout. Et quand on me disait, ça va, t'es mignonne, t'es colo, mais tu prends... Et je me sentais mal et c'était pas agréable. Et du coup, je voulais pas du tout faire ça. Et on a regardé Years and Years, qui est une série, pendant le confinement. Et il y a à un moment donné une grand-mère qui dit, mais en fait, c'est de votre faute. Hein. C'est vous qui avez acheté les t-shirts à 1 euro. C'est vous qui avez fait ce monde-là en étant endormi, là. Et ça m'a fait quelque chose d'assez dingue, où on s'est dit avec Solal, mais en fait, ça m'a culpabilisée, mais dans le bon sens, parce que c'était fait très habilement. Et donc, ça m'a mis un peu la petite claque pour me réveiller, quoi. Et j'étais un peu endormie dans mon confort, et là, ça m'a un peu bougé. Et c'est suite à ça qu'on a écrit Pensée sauvage, et que tout ça est arrivé. Et donc, je crois qu'il faut être lucide aussi, être capable de dire aux gens, bon, c'est pas pour vous culpabiliser, mais l'impact, soyez en conscience que quand vous faites ça, ça impacte telle personne à l'autre bout du monde. Ça va impacter telle espèce. Ça va avoir ça comme conséquence. Après, vous décidez. Vous êtes libre, mais vous êtes conscient. Et pour moi, ça doit être ça, la culpabilisation. Ça va simplement être de dire, voilà ce qui se passe. Maintenant, si collectivement, on décide de dire, tant pis pour les générations futures, tant pis pour les autres, on profite à fond. Si c'est un choix démocratique et qu'on décide de le faire, pourquoi pas? C'est pas celui que j'espère qu'on va prendre, mais il faut qu'on se pose la question. Allez, on termine, il reste 1 minute 30 sur les échéances électorales, parce qu'on va vous poser la question, je pense, à chaque interview pendant l'année qui vient. Comment ne pas être récupéré? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous voulez peser et à un moment dire on va voter pour tel candidat? Solal pour commencer et Camille pour conclure. Alors moi, ma position, elle est assez simple. C'est on sert effectivement une cause, mais de là à rejoindre un parti, non, en fait. Moi, j'y connais pas assez. Je laisse la partie politique à Camille, on va dire. Mais de mon côté, en tout cas personnellement, je peux pas, en fait. Je défends des idées, certes, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, en tout cas, je suis pas assez bien représenté. Comme citoyen et Camille. En fait, pour moi, j'ai la politique. C'est-à-dire que là, ce que je fais, c'est la politique. C'est la police au sens de la gestion de la cité et de mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun. Donc maintenant, dans les faits, c'est-à-dire que je pousse beaucoup de... Dans un an, il faudra choisir. Alors, pas vraiment, parce que moi, mon idée, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Mon objectif, il est clair, c'est que tous les candidats, si demain, c'est Marine Le Pen qui se retrouve au pouvoir, je veux qu'elle puisse, à minima, avoir les micro-bases sur de l'écologie et de la justice sociale. Donc, j'essaie de pousser ça chez tout le monde. J'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas pour lui que je souhaite spécialement voir au pouvoir, mais pour autant... J'avais envie d'échanger, j'avais envie de le pousser à être ambitieux sur ces questions-là. Mon objectif, c'est que les gens prennent conscience qu'il y a une urgence écologique et sociale et que donc ils votent en conscience pour les candidats qui portent le plus ce message-là, qui pour moi est l'urgence absolue. Maintenant, je vais continuer aussi à convaincre et à rencontrer tout le monde de manière à ce que chaque candidat, s'ils ont un risque de passer, puisse porter ça. Merci à tous les deux, à bientôt. Sur Bismart, tout de suite, une start-up à impact, j'en perds mes mots, on va parler de lait végétal. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, elle est signée Clémence Landau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, enchantée. Vous êtes la présidente de Update Foods. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créée? Alors, c'est une start-up qui a été fondée un peu plus tôt cette année, en janvier. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a 43% de Français qui veulent réduire leur consommation de produits et de sous-produits animaux. Et par ailleurs, on sait que dans la population française, il y a 30 à 50% d'intolérants et d'intolérantes au lactose. Ces personnes-là, elles recherchent des alternatives au lait de vache. Et aujourd'hui, quand on va dans les rayons, ce qu'on trouve, c'est une offre qui est pléthorique, mais qui ne répond pas nécessairement à leurs besoins. On a toujours besoin de faire un compromis, que ce soit en termes de goût, de nutrition ou d'impact. Par exemple, pour vous donner un exemple précis, si on cherche un produit qui est Nutri-Score A, il va automatiquement contenir des allergènes. Aujourd'hui, avec Update Foods, ce qu'on souhaite proposer, c'est une alternative végétale aux produits laitiers qui permettent d'avoir à la fois un profil nutritionnel très intéressant, riche en protéines, source de fibres, etc., qui soit sans allergènes, qui soit aussi très très crémeux et réconfortant comme du lait de vache et qui présente les mêmes fonctionnalités. Mais alors ça, pardon, l'expression qui me vient, c'est le mouton à 5 pattes. Forcément, on parle de produits lactés, mais ça a demandé beaucoup d'innovation, de recherche et développement pour arriver finalement à rendre
remplir un cahier des charges que les autres ne remplissent pas. Effectivement, on a travaillé sur notre premier produit, donc une boisson végétale à base de protéines de fèves et d'algues pendant près de 2 années pour effectivement retrouver la texture réconfortante du lait de vache, très onctueuse, très crémeuse, avec aussi ce côté nappant qu'on retrouve dans les produits laitiers, et puis pour avoir aussi un goût qui soit très satisfaisant et j'ai envie de dire meilleur que celui du lait de vache. Donc ça y est, il est disponible ce lait végétal pour les consommateurs ou ça sort bientôt? Pas encore, on est en train de réaliser le transfert industriel avec un industriel français et le produit devrait être disponible sur les étals dans la grande distribution d'ici la fin de l'année. Pourquoi ce nom Update Foods? Notre ambition, c'est de contribuer à développer le système alimentaire du futur et donc à actualiser nos habitudes alimentaires aux enjeux du XXIe siècle. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout le monde a envie de réduire son impact sur l'environnement et en parallèle de s'assurer d'avoir une bonne santé. Et nous, on a envie d'aider ces personnes-là dans leur transition. Donc ça veut dire que vos produits, vous allez les updater, c'est-à-dire que les réactualiser, les réinventer en permanence? Exactement. L'idée derrière Update, c'est non seulement d'actualiser les produits laitiers au XXIe siècle et de proposer la nouvelle génération d'alternatives végétales aux produits laitiers, mais nous-mêmes de nous remettre en permanence en question pour nous améliorer et coller encore mieux aux besoins, aux envies de nos consommateurs. Alors bon, vous commercialisez pas encore le premier produit laitier que je vais vous demander la suite, mais bon, vous avez quoi en tête? D'autres produits, j'imagine. Toute la gamme des produits laitiers, c'est possible, ça? C'est possible, tout à fait, et c'est pour ça qu'on est là. Effectivement, notre ambition, c'est d'accompagner nos consommateurs du petit déjeuner au dîner jusqu'au snack de la nuit. Donc, on pourrait partir sur des yaourts, crème glacée, etc. et vraiment être là à tous les instants de consommation qui sont associés à ceux des produits laitiers. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez réussi à trouver le produit de base, c'est-à-dire ce lait végétal, c'est facile de faire, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, mais un fromage ou une crème glacée à partir de ce produit de base, où il faut réinventer à chaque fois? Il faut encore des efforts de R&D parce que même si on a effectivement un lait ou un générique qui peut servir de base, on aura toujours besoin de travailler la texture, le goût et puis aussi l'aspect conservation qui est important quand on parle d'autres alternatives. Sur le goût, il y a un côté itératif, c'est-à-dire que vous avez testé, retesté auprès de pas mal de consommateurs différents pour arriver au goût que vous cherchiez? Depuis 2017, on fait des tests très réguliers et là, avec le confinement, ça a été un petit peu plus compliqué d'organiser des séances de dégustation, mais je continue à faire un petit tour chaque semaine dans des startups, des structures alliées ou proches pour faire tester à différentes équipes, mais aussi au grand public. Donc on a organisé différentes sessions de testing dans un concept store parisien et dans des lieux divers et variés pour nous assurer que effectivement le goût convienne et soit très très satisfaisant auprès de nos cibles. Voilà, du lait végétal fabriqué en France. Merci Clémence Landau, bon vent à Update Foods. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain numéro de Smart Impact. Et puis demain, ce week-end, Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Salut à toutes et à tous.